Si tu as vécu un enfer par rapport à un moment donné dans ta vie, tragique ou autre, et ben cette personne-là, directement, elle te fait souffrir, mais sur du long terme, tu la remercieras parce que tu seras devenu cette personne-là grâce à elle. Les gens blessés blessent les gens. Et je pense que le fait de comprendre ça te permet de faire preuve d'empathie, ne pas accueillir la haine des gens en toi, mais juste la comprendre. Collège, lycée, ça a été une période assez compliquée pour moi. Je suis très touchée par tout ce qui est harcèlement scolaire. Mon expérience actuelle, j'ai envie de la transcender pour justement apporter des choses positives. J'ai accepté, compris et pardonné, ce que j'avais jamais fait avant. J'arrive un petit peu à m'exprimer avec d'autres mots que quand j'étais plus jeune, où j'étais plus dans une agression. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Jou, on parle de tout, ta parole est un refrain. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Jou, on parle de tout, ta parole est un refrain. Allez les amis, avant qu'on débute cette émission, je voulais vraiment vous présenter notre partenaire qui nous accompagne dans ce projet. On lit régulièrement tous vos messages sur Instagram et je sais qu'il y en a qui affrontent beaucoup d'épreuves pendant leur scolarité. Et t'inquiète pas, c'était également mon cas. Pendant ma scolarité, j'ai dû affronter un deuil familial à côté de mes études. Et j'ai longtemps cherché une plateforme qui pourrait être un soutien mental pendant mes études. Et cette plateforme, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Superprof. À l'époque, j'ai longtemps cherché une plateforme qui aurait un large choix de professeurs et qui pourrait m'épauler pendant cette période. Et cette plateforme, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Superprof. Superprof, c'est quoi en une phrase? C'est la première plateforme en France qui te permet de réserver n'importe quel professeur adapté à tes besoins et à ton budget. Dis-toi que tu as le choix entre plus de 1000 matières. Et ce qui est génial sur la plateforme, c'est que tu n'as pas que des cours de mathématiques, anglais, français. Non, tu as des cours de méditation, de développement personnel, de danse, de sport et plein d'autres matières. Ce qui est encore plus génial, c'est que tu peux réserver et qu'il n'y a vraiment aucun engagement sur la plateforme. Et dis-toi même que le premier cours est totalement gratuit. Je vais t'avouer un truc, ça fait plus de 3 ans que je suis coach sur la plateforme. Et je me régale, j'ai plein de types d'élèves différents. Ça peut être la jeune fille qui veut s'améliorer en prise de parole en public, ou le jeune homme de 22-23 ans qui est mal dans sa peau et qui a plein de problèmes personnels. Sur la plateforme, tu vas voir, tout est mis en place pour que l'étudiant trouve et réserve un professeur très rapidement et facilement. Si je dois être totalement honnête avec toi, Superprof m'a permis de faire grandir et d'affiner mon expertise dans le milieu du coaching. La plateforme Superprof, elle rejoint totalement les valeurs et les sujets qu'on aborde dans On parle de tout. C'est pour ça que je suis fier de te répéter que c'est les premiers sponsors de l'émission. Maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette intro et si tu veux réserver n'importe quel professeur près de chez toi avec le budget qui te correspond, je te laisse regarder en description. Tu vas sur Superprof et tu as même un petit code promo si tu viens de ma part. Allez, je te souhaite une bonne émission. Allez, c'est Joseph, bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout, la première émission où on parle de n'importe quelle expérience de vie sans tabou. Le thème du jour, c'est un mot bien précis, la résilience. Pour moi, la résilience, c'est bien plus qu'un simple mot, c'est un terme qu'on peut utiliser pour n'importe quelle épreuve de vie, n'importe quel événement négatif qu'on peut utiliser sous forme de tremplin pour rebondir et en faire une véritable force. Pour en parler aujourd'hui, 4 invités qu'on a déjà vus lors de la dernière émission, Chris, Solène, Yoline et Cédric, toujours bien habillés. Mais vous avez gardé les mêmes vêtements que la dernière émission? Un peu sale, ouais. C'est un peu ça, ouais, désolé. On n'a pas eu le temps de se changer entre temps. On ne se change pas, on est les mêmes genre. J'ai pris le temps de rentrer chez moi, me changer, mais pas. Alors, En une semaine, on a dormi. Il a triché. Et pour parler de la résilience, ce que je voulais vous proposer, c'est que chacun notre tour, dans la plus belle écoute, on raconte une expérience de notre vie, positive ou négative, et qu'on explique comment on en est sorti résilient, comment on en est sorti plus fort, et comment on a fait de cette épreuve une force. Qui veut débuter? Je suis un bâtard. Alors, tu as désigné quelqu'un. Quoi. Il te désigne, mais tu désigneras la prochaine personne. Ok, C'est bon? On fait comme ça. Faut que je fasse des jeux. Chris, est-ce que tu as une expérience qui te vient? Oui, et totalement, parce que la résilience en soi, j'en ai écrit un livre donc, qui sortira d'ailleurs fin décembre, sur la résilience, sur le fait de pouvoir transformer ses souffrances justement en force. Et comme disait Boris Cyrulnik, qui est un des créateurs du système de la résilience, il disait que la résilience, c'était savoir naviguer entre les orages en fait. Et je trouvais ça beau parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quelle est notre capacité à pouvoir sortir des difficultés les plus difficiles de notre vie, les plus grandes difficultés, et d'en tirer justement un aspect pas positif, mais résilient. Positif, ça serait vraiment réussir à les utiliser en force. Résilient, ça serait de réussir à les accepter et à se sentir en paix avec ça. Parce qu'une personne qui vit une violence sexuelle dans son enfance aura beaucoup plus de difficultés à l'utiliser vraiment comme une force
mais en tout cas plus comme une paix. Elle sera plutôt en paix avec ça. En tout cas, moi, c'est ma notion de la résilience. Moi, j'ai 2 événements qui sont été plus ou moins assez courts, qui ont été vraiment, dont justement j'en parle dans mon livre, qui ont été des aspects vraiment profonds dans ma vie. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 13 ans, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 13 août, je me réveille et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'allumer la lumière et d'avoir un flash et vous savez, le besoin de se frotter les yeux le temps que ça parte. Et là, en l'occurrence, ben, c'est pas parti. Et j'ai eu une espèce de, comment expliquer, une espèce de boule noire au niveau de ma vision, au niveau de l'œil gauche qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et du coup, j'allais voir mon père et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une espèce de boule noire. J'ai l'impression que je vois de moins en moins bien direct, alors que ben, j'ai toujours bien vu, j'ai jamais eu de problème. C'était le jour même que tu lui en as parlé ou Directement, dans Ok, les 10 direct, minutes qui ok. suivent. En mode, Ouais. ok, t'as pas attendu. Ok. Non, dans les 10 J'imagine que ça doit être tellement flippant, Ouais. tu te dis, waouh. Non, vraiment, pour le coup, ben là, en plus, on fait pas trop de dissociation entre l'œil gauche et l'œil droit, donc forcément, c'est dans ta vision. Tu sais pas vraiment lequel c'est quoi. J'avais une boule noire en face de moi qui grandissait, et là où je tournais ma tête, elle grandissait encore et je la voyais, c'était horrible. Et je dis à mon père, voilà, donc le 13 août, comme vous savez, les urgences le 13 août en plus, c'est blindé. Je dis voilà, ben, ce qui se passe, il me dit ok, il me donne un médicament à ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Et directement, on s'en va aux urgences, j'arrive aux urgences et arrivé, j'ai bien 3-4 heures d'attente aux urgences, parce que c'était le week-end du 15 août. Ce qui se passe, c'est que je perds la vue de l'œil gauche, c'est-à-dire que je ne vois plus rien de mon œil gauche. Et à ce moment-là, ben, le stress, la panique, ma mère qui est obligée de crier, qui est obligée d'aller voir tout le monde pour leur dire on ne sait pas, peut-être qu'il est en train de faire un AVC ou autre, ou quoi, on ne sait pas. Et du coup, ben voilà, plus d'œil gauche. Je vous avoue que ce moment-là, j'ai un peu fait un déni. C'est-à-dire que je ne sais pas réellement ce que je ressentais à ce moment-là parce que c'était vraiment très intense. Et ce qui se passe, c'est que ben, je suis amené donc, en réanimation. Je fais des tonnes d'examens ou autres. Et en fait, on a une espèce de veine qui irrigue ce qu'on appelle la macula. La macula, c'est ce qui nous permet de voir. Et on a une seule toute petite veine. Cette veine-là, à la suite d'une phlébite, s'est bouchée. Donc, ce qui fait que j'ai réalisé une phlébite. En ayant réalisé une phlébite, je suis quand même resté 4 heures à l'hôpital à attendre. Donc, c'était quand même vachement paradoxal, quoi. Normalement, quand tu as un problème comme ça, il faut que tu sois directement pris en charge, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, du coup, cette veine devient morte parce qu'en fait, elle ne fonctionne plus. Et le médecin en question, le spécialiste, me dit, écoutez, on n'a jamais vu ça. À l'âge de 13 ans, un enfant qui perd la vue de l'œil gauche suite à une phlébite. Il n'y a aucune raison pour laquelle est-ce qu'elle arrive, cette phlébite-là, qui bouge cette veine-là. Bon, mais malheureusement, tu ne retrouveras jamais la vue de ton œil. Voilà. C'est ce qui se passe. Je me rappellerai toute ma vie, je suis en réanimation. On le dit à ma mère vient me le dire et me le dit d'une manière un peu différente, mais en gros, j'avais compris que je ne retrouverais jamais mon œil. À ce moment-là, tu vois noir? Je vois rien. Ok. Je suis borgne, quoi. Hein. Vraiment, vous mettez la main devant l'œil gauche, c'est la même chose. Donc j'imagine que ça fait tourner la tête, ça fait des vertiges? En fait, non, pas forcément. Ça fait juste très bizarre. Tu prends conscience de beaucoup plus de choses. Tu te dis, ok, ça fait peur parce que tu dis, j'espère que ça va pas m'arriver à droite, du coup, parce que là, du coup, être aveugle, ça doit être horrible. Toutes ces personnes qui avaient la vue et qui, du jour au lendemain, sont aveugles, ça doit être juste horrible. Et ce qui se passe, c'est que bon, ben là, j'avais cet aspect de l'œil gauche où c'était terminé. Et en gros, bon, ben, j'ai fait plein d'examens, essayé de trouver des études qui ont été faites, qui ont été amenées jusqu'à Paris, même à l'étranger. On été moins de 1000 personnes dans le monde entier à avoir fait ce problème-là. À 13 ans, c'est très, 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 très rare. Bon, ok. Les jours passent et continuent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, à cet âge-là, je n'avais pas la même notion qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, émotionnellement, je le vivais beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, tu vis ça, je pense que je le vivrais beaucoup plus difficilement. Tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je savais que c'était mort. Et donc, je décide que cet œil-là allait devenir mon super pouvoir. Voilà, j'avais 13 ans. À 13 ans, à l'époque, c'est pas la même chose qu'à 13 ans aujourd'hui. Et moi, je me disais, si ça se trouve, je vais être un Avenger. Je me disais, si Spider-Man se fait mordre par une araignée, il a souffert avant de devenir Spider-Man. Peut-être que moi, je sais pas ce que je vais développer comme capacité. Tu vois, c'était un petit peu dans cette optique-là que j'avais le truc. Mais du coup, excuse-moi, je te coupe, t'avais un œil de verre, t'avais quelque chose? Non, j'avais un œil normal, mais il restait normal en fait. C'était vraiment la veine. Pas. Ouais, non, il partait pas ni rien. C'était comme il est là, tout de suite maintenant. Ah ouais? Ouais, exactement la même chose. Juste, tu voyais pas. Juste, je ne voyais pas. Et ce qui s'est passé, et là, vous me croyez pas, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Une veine. En fait, pour être 100% honnête, je commence à revoir, à avoir des flashs
à voir des trucs. Putain, mec, je suis désolé, l'histoire elle est incroyable. Genre, mec, j'ai jamais été plongé dans une histoire comme ça depuis au moins genre 10 ou 20 ans, genre, mec, incroyable. Et donc, Je suis fan. je commence à revoir Je me tiens de des... poser- Ah, mais je préfère. Là, j'ai 12 000 questions en tête, je me tiens de les poser parce que j'ai pas envie d'être spoilé. Je suis en mode putain, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, c'est incroyable. C'est dingue en vrai. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir des flashs et je me dis, waouh. Et donc là, pour le coup, je me dis que j'ai vraiment des super pouvoirs parce que je commence à avoir des flashs, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, je l'ai pas du tout mal vécu, honnêtement. En étant jeune, je l'ai pas du tout mal vécu parce que je l'ai carrément accepté et que j'ai eu un papa qui a eu des problèmes de santé, j'ai grandi, toute ma famille a eu des gros problèmes de santé cardiaque. Et pour moi, bah, comparé aux autres, ça allait. Comparé à des cancers de partout ou autre, pour moi, ça allait. Et donc, ce qui se passe, je commence à avoir des flashs, je commence à revoir un petit peu, à me sentir mieux. Et tout d'un coup, ben, je commence à pas mal revoir, bien revoir et tout. Et je dis, mais vas-y, ma mère, elle me dit, vas-y, essaie de lire ça. J'arrive à le lire et tout ça. Bon, c'est très flou, mais j'arrive à voir. On va faire les examens. Personne ne comprend. Mon père, en plus, docteur très cartésien, il a dit, là, je ne comprends pas. Enfin, on va faire les examens. Et là, il s'est passé un truc incroyable. La veine qui irriguait la macula était la seule veine qui irrigue cette glande-là qui nous permet de voir. Mon corps avait créé une veine qui a fait dérivation et qui a permis d'alimenter la macula. Et donc, à partir de ce moment-là, cet organe-là qui avait été touché a pu avoir une nouvelle dose de sang et pouvoir continuer à fonctionner. Et ce qui se passe, c'est que là, mon corps a commencé justement à s'adapter à ça et à recommencer à voir. Donc, évidemment, encore aujourd'hui, j'ai un voile sur l'œil, c'est-à-dire que c'est comme si tu voyais derrière un drap blanc transparent. Mais je vois, j'arrive à lire. Si je ferme l'œil, je peux te lire ce qu'il y a écrit là, pas de problème. Mais c'est juste que c'est comme s'il y avait un voile transparent. Et donc, c'est revenu au moins 1 an après. Après, c'est revenu et j'ai eu la même vision à peu près qu'aujourd'hui, quoi. C'était vraiment un événement qui a été assez dingue dans ma vie. Incroyable, j'ai envie de te checker. C'est trop bien, c'est la meilleure histoire qu'on va raconter. J'adore. Elle est dingue, cette histoire. Ouais, ça a été un événement de ouf. À chaque fois, tout le monde te dit mais c'est pas possible ou autre. Et en fait, quand je regarde les scanners et tout ça, parce que même moi, honnêtement, avec le temps, quand j'en ai reparlé, je dis mais c'est pas possible. Comment ça se fait, tout ça. Et parce que t'as pas vraiment la notion à 13 ans de ton corps, ce qui se passe, une veine, truc. C'est pas comme aujourd'hui. On n'était pas aussi éveillé qu'aujourd'hui. Et là, au final, quand je regarde les scanners et que je dis, ouais, mais putain, mais comment c'est possible qu'il y ait cette espèce de... Vraiment, ça fait un trait avec la macula et une veine qui a fait ça, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. C'est ouf la puissance du corps. C'est C'est là dingue. que je te dis, en fait, cet aspect de résilience, il m'a permis de pouvoir vraiment évoluer par rapport à ça, qui m'amène derrière vers une courte histoire, qui m'a permis pour le coup de vraiment atteindre une résilience vraiment personnelle entre moi et moi, en fait. Et ça, je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Moi, j'ai une relation très compliquée avec mon père. Je vous passe les détails à base d'insultes, à base de violence, enfin, violence verbale, psychologique ou autre. Ça a été très compliqué. Et paradoxalement, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je n'habitais plus chez mes parents. Et mon père, qui m'avait sauvé la vie, qui m'avait sauvé mon œil, parce qu'apparemment, le cachet qu'il m'aurait donné, quand je vous ai dit qu'il m'avait donné un cachet, aurait eu un effet sur je ne pourrais pas te dire quoi exactement, parce que je ne me rappelle plus, mais ça aurait eu un effet. Quelques années après, l'équivalent de 4 ou 5 ans après, je suis pas du tout chez moi, j'habitais pas du tout au même endroit, j'étais au moins 15-20 minutes, et au final, quelque chose me dit qu'il faut que j'y aille, je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'il faut que j'y aille, j'y vais. J'arrive chez moi, et là, je vois mon père, donc docteur généraliste, toujours bien habillé et truc, en serviette de bain, sur le canapé, allongé, blanc, mort. Et là, j'arrive et je dis qu'est-ce qui se passe, ça va et tout ça. Il me parlait plus, il avait le regard vide, vraiment comme si tu avais affaire à quelqu'un qui est décédé, quoi, en fait. Sauf qu'il était conscient, il parlait. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il me dit, en gros, il essaie de me dire quelque chose, il me fait comprendre que ça va pas, tout ça. Moi, je commence à lui faire les premiers soins, à appeler ma mère, à appeler les secours ou autre. En fait, là, il me dit, je suis en train de faire un infarctus. Il le savait, il était conscient de ce qu'il vivait. Il me dit, je suis en train de faire un infarctus. Donc, ce qui se passe, c'est que là, moi, je me mets pas bien. Je sais, à cette époque-là, j'ai conscience de ce qu'est un infarctus, les chances qu'il y a et tout. Et là, je vois que dans son visage, c'est la fin. Honnêtement, dans son visage, je vois que c'est la fin. Et donc, du coup, je commence à me livrer à quelqu'un que je ne portais pas du tout dans mon cœur, que je détestais. Et du coup, je commence à me livrer, à lui dire que je l'aime, tout ce que j'ai vécu, à faire un retour en arrière. J'avais mon père qui était mort devant moi, que j'ai toute ma vie créé de la haine envers lui, que ça n'a jamais été un lien fort ou quoi que ce soit. Et les secours arrivent, ma mère arrive, paf, il passe en tachycardie ventriculaire. En gros, il avait très 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 peu de chance d'y arriver. À 3 minutes près, il a réussi à s'en sortir. 3 minutes près, il a réussi à s'en sortir. Donc, je retourne le voir à l'hôpital, on commence à en discuter. Moi, j'avais
comme vider mon sac, en fait, cette partie-là. Et paradoxalement, il m'avait sauvé une partie de ma vie, je lui avais sauvé la sienne, sur 2 personnes qui ne s'entendaient absolument pas. Et moi, l'aspect de ma vie qui m'a détruit toute mon enfance, qui a fait que derrière, j'étais dans la délinquance, dans la drogue, dans la violence ou autre, ça a été ma relation avec mon père. Tu vois. Et donc, dans cette résilience-là, ça a été qu'aujourd'hui, j'ai une relation qui est bonne avec mon père. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on est en paix tous les deux dans notre passé par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Je l'aime autant que je l'ai détesté, et que du coup, c'est vrai que peut-être que de vivre des événements qui sont très tragiques, très difficiles ou autres, te permettent de mieux comprendre qu'est-ce que tu vas perdre. Parce qu'au final, ça m'a fait comprendre une chose que je dis notamment dans mon livre, et pour moi, c'est une des notions les plus grandes qui existent, c'est quand tu détestes une personne au plus profond de toi-même, remercie-la aussi pour tout ce qu'elle va t'offrir grâce à cette haine. C'est-à-dire que si tu as vécu un enfer par rapport à un moment donné dans ta vie, un événement qui était traumatique, tragique ou autre, et ben cette personne-là, directement, elle te fait souffrir, mais sur du long terme, tu la remercieras parce que tu seras devenu cette personne-là grâce à elle aussi. Donc je pense que ton bourreau peut aussi devenir ton sauveur. Et ça a été pour moi cette notion qui a fait que j'ai fait « Ok, aujourd'hui, je commence à comprendre ce que c'est que la paix avec les autres et moi-même. » Merci Chris. Ouais. Ah ouais, franchement, moi carrément, je fais genre le meilleur. On s'en va du coup, parce que là, on est waouh, quelle histoire, c'est dingue. J'aurais aimé te poser plein de questions, je crois que Cédric aussi. Ouais, mais niveau timing, c'était une question. Ok. En gros, est-ce que tu crois que le fait, quand tu as perdu la vue de l'œil gauche, du coup, et que, en fait, ça a été instinctif pour toi, l'acceptation de cette idée, on est d'accord là-dessus, ça a été instinctif, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé après, derrière, quand tu grandis et que tu fais face à des difficultés, d'avoir cette approche où instinctivement, tu arrives beaucoup plus facilement à accepter la situation et à pas trop réfléchir, pas te poser trop de questions et à pas te mettre trop mal, parce que un des problèmes qu'ont la plupart des gens, c'est souvent ne pas accepter la situation. Je sais pas un truc là, ou c'est dans le stage. Un gros problème qu'ont les gens sur tout plein de sujets, c'est simplement ne pas accepter une vérité telle qu'elle est et de pouvoir ensuite l'intégrer dans leur mode de vie et dans leur cheminement de progression personnelle. Est-ce que du coup, toi, cette expérience-là t'a aidé à instinctivement réussir à avoir cette acceptation, à ne pas te poser de questions qui n'allaient pas résoudre le problème? En fait, si tu veux, il y a un moment donné où tu n'as pas le choix. Il y a un moment donné où, et c'est aujourd'hui toute la philosophie qui provient de la philosophie stoïcienne, qui dit qu'à partir du moment où tu as le pouvoir de faire changer les choses, tu peux le changer. À partir du moment où tu n'as pas le pouvoir de les faire changer, tu dois l'accepter. C'est ce que disait notamment Épictète. Il dit ce qui influe ton comportement, ce n'est pas l'événement en soi, mais c'est la perception que tu vas avoir de cet événement-là. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, cet événement-là, quand je perds mon œil, c'est la nature. À part l'accepter, je ne peux rien faire. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent des cancers, tout type de problèmes différents qui sont quand même assez intenses, les scléroses en plaques et j'en passe, ces personnes-là ont l'impression qu'il y a quelque chose en eux qui les détruit. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en moi, j'ai une maladie qui me détruit. Donc, je m'identifie à cette maladie-là, je m'identifie à mon problème et je ne suis plus en combat avec. En fait, j'ai juste un parasite dans mon corps et que j'essaie de contrôler, que j'essaie de gérer sans jamais essayer de discuter avec lui. Et je ne dis pas que c'est une notion qui est universelle, je dis que c'est ma perception de la chose. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que derrière, quand tu comprends que si ce que tu vis, ça a peut-être un sens, si ce que tu vis, ça peut être un message à te donner et que tu n'as pas de contrôle par rapport à ça, le seul contrôle que tu as, c'est ta perception de ce que tu vis. Et à partir du moment où tu changes cette perception-là, tu arrives à beaucoup plus accepter les choses. Si je suis très en colère parce que tu m'as insulté, c'est peut-être parce que tu m'as insulté que je suis en colère, mais moi, par contre, c'est moi qui ai décidé d'être en colère. Je pourrais ne pas être en colère, pourtant c'est moi qui l'ai décidé. Et c'est la même chose avec ce que j'ai vécu là, c'est-à-dire que soit je me mettais en guerre contre elle, et à ce moment-là, on devenait 2 personnes qui sont en combat, soit j'identifiais mon corps à mon esprit, et à ce moment-là, on travaillait à l'unisson afin de se battre non seulement ensemble, mais aussi contre, pour justement trouver un accord, quoi. Ouais, Chris. J'ai pas d'autre mot que merci. Merci pour ce magnifique partage, pour la belle définition du terme résilience. Et c'est toi qui vas avoir l'honneur de choisir la prochaine personne. Je vais choisir Solène. Moi, je voulais entendre les histoires. Ok, là, Moi, tu connais les histoires. Moi, j'aimerais bien être une jolie fille aussi pour pouvoir influencer les autres comme ça. Ok, alors moi, du coup, mon histoire complètement différente de la tienne, du moins un sujet différent. Le truc qui dernièrement m'a le plus marqué, c'était en 2020, et c'est la rupture avec mon ex.
Parce que, genre, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment la femme de ma vie. En mode de base, je suis un peu insentimental, etc. Bon, bref. Et en mode, genre, pour moi, dans ma tête, elle était parfaite. Et en mode, elle me disait que, genre, j'étais pareil, l'homme de sa vie, etc. Moi, je disais pareil, c'était trop bien, etc. J'avais l'impression, littéralement, d'être dans un film de Disney de prince et de princesse. Je kiffais. Et le conte n'a malheureusement pas duré très longtemps. Parce que, en mode, elle me largue. En plus, genre, en mode par SMS, un truc, bon, bref. Et en mode, ça a été du coup ma plus grosse déception personnelle. Et moi qui suis très émotif de base, ça a été vraiment très difficile pour moi. Mais ce qui est marrant et qui a fait que c'est littéralement en fait la meilleure chose qui me soit arrivée de toute l'année 2020, c'est que cette fille-là, elle avait commencé à se lancer sur TikTok. Moi, à ce moment-là, j'étais pas encore sur TikTok. C'était le moment où j'arrêtais les études, je faisais YouTube, mais ça marchait pas trop bien, donc j'étais hésitant. Et elle s'est mise sur TikTok. Et moi, j'étais en mode, bon, je sais que je veux me faire un compte TikTok, mais peut-être pas forcément maintenant. Et après, dans ma tête, ma philosophie de base, c'est toujours de me dire, ouais, j'ai envie d'être meilleur que moi, ce que je fais la veille, et de pas trop me comparer aux autres. Mais j'ai quand même cette petite étincelle de compétition, tu vois. Et je m'étais dit, c'est mort, c'est pas possible que ma meuf elle ait plus d'abonnés que moi. Et elle commençait à prendre genre 100, 200 000 abonnés, etc. C'était super, j'étais content pour elle. Mais moi, au fond, je me disais, je suis content pour elle, je continuais de la conseiller, etc. Mais j'étais en mode, vas-y, j'ai envie de faire plus. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé relativement tôt sur TikTok. Et que j'ai pu découvrir tout ça et comprendre un peu comment ça fonctionnait, m'y mettre tôt et vraiment créer toute une communauté autour de ça. Donc en fait, il y a eu ça qui s'est créé après. Et aussi le fait que c'est le moment où je me suis dit, ok, je me sens comme une merde. Il y a des trucs que je dois régler d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est le moment où, en mode, j'ai commencé à faire tout le cheminement, à lire, beaucoup lire sur tout plein de sujets différents, à me renseigner, à me poser des questions avec moi-même. Je passais des nuits où vraiment, je faisais mon propre psy. En mode, je me posais des questions, ok, je ressens ça, mais pourquoi je ressens ça ? Mais attends, mais c'est débile, etc. Et j'ai commencé ce voyage-là. Et du coup, c'est vraiment comme la définition de la résilience, en mode, t'es en plein milieu de la tempête et t'essaies de naviguer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, du coup, cette expérience-là, c'est la raison pour laquelle j'ai fait tout le travail moi-même, enfin sur moi-même, que je peux partager aux gens aujourd'hui. Et aussi la raison pour laquelle j'ai un compte TikTok avec plus de 700 000 abonnés et qui marche et qui aide autant de personnes. Et moi, c'est le meilleur truc qui a pu m'arriver, déjà d'un point de vue personnel, mais aussi parce que ça m'a permis de découvrir quel était vraiment l'objectif que je voulais atteindre, qui est donc vraiment d'aider un maximum de personnes. Et en fait, ça m'a donné littéralement le moyen de le faire. Donc en fait, si cette expérience-là n'était pas arrivée et qui m'a énormément fait souffrir, en fait, je serais pas capable d'aider autant de personnes. Donc en fait, c'est cette expérience-là. Donc est-ce que c'est à cause d'elle, techniquement, un petit peu, mais c'est techniquement en fait plutôt grâce à elle qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent bénéficier de conseils et de se sentir mieux. Et ça, c'est vraiment le meilleur truc de prendre quelque chose qui te fait du mal et d'en faire une force, mais pas que pour toi, aussi pour les autres. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne l'ai jamais revue, cette fille-là. Et là où je suis vraiment content et que je me dis que j'ai atteint un peu, pas forcément l'arrivée, parce que tu peux toujours continuer à avancer, mais où j'ai atteint un point satisfaisant, c'est que je suis vraiment content que ce soit arrivé. Et en fait, je suis reconnaissant de ce qui m'est arrivé. Et je suis reconnaissant en fait de l'avoir connue. Et je pense qu'aujourd'hui, si je la voyais, mon premier réflexe, ça serait simplement de lui dire merci. Littéralement en mode merci, quoi. Genre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et c'est juste génial. Très très beau, bravo. Merci. C'est beau. Merci Cédric. Beau Est-ce que quelqu'un a une partage. question pour Cédric? Trop clair, trop concis, parfait. Non, mais justement, je voulais te poser la question, mais tu y as répondu, savoir si tu l'avais revu. Non, ouais, non, parfait. C'est que c'est beau parce que oui, il y a plein, peut-être que tu dois recevoir des messages dans ce cas-là, de ruptures qui finalement mènent à plein de belles choses professionnellement, parce que ça booste d'une certaine manière. Tu es obligé de te changer des esprits. Pour moi, une rupture, c'est un nouveau départ. Enfin, c'est un nouveau toi, c'est un nouveau... En fait, t'as investi tellement de temps et
d'énergie dans la création pour nourrir ce couple, etc., que parfois tu te retrouves à t'oublier un peu toi-même. Et là, t'as plus ça. Et en fait, tu te retrouves toi-même et tu te dis, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, j'ai du temps libre. Qu'est-ce que je fais, en fait? Alors qu'avant, tu le passais avec la personne. Ouais. Et c'est vraiment un nouveau départ. Ouais. Moi, j'ai peut-être une petite question qui peut être un peu compliquée. J'aime bien les questions compliquées. Vu que quand tu as vécu cet événement qui a été difficile, derrière, tu as évacué cette souffrance, ou du moins tu as comblé cette souffrance en te mettant un objectif, en te mettant une compétition. Ma question est la suivante, c'est est-ce que du coup, tu sais pourquoi est-ce que tu as souffert? Ouais, et ça me permet de rebondir sur une idée que j'avais. Pourquoi est-ce que j'ai souffert? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées avec moi-même. Déjà, premièrement, en mode, je sais que j'avais une peur de l'abandon, un besoin de plaire aux gens, dans le sens où, en fait, à l'époque, ma mentalité, c'était que je ressentais du bonheur si j'accédais au désir des gens. En mode, le fait de faire plaisir aux gens me faisait plaisir. Et je m'effaçais un peu pour les autres. Et en fait, du coup, le fait de techniquement tout faire pour quelqu'un, mais que cette personne ne m'aime pas, dans ma tête, et qui était complètement illogique, et c'est parce que j'ai compris que c'était illogique que j'ai pu m'en détacher, mais dans ma tête, en mode, du coup, si cette personne ne m'aimait pas, qui représentait mon monde, bah en mode, mon monde s'écroulait. Et du coup, dans ta tête, de manière complètement fausse, tu t'imagines que le monde va disparaître, que tout va disparaître, que tu vas mourir. Et du coup, ce qui est complètement faux, encore une fois. Et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai souffert, parce que je pouvais rien faire pour me sentir aimé. Il y a un aspect très égoïste à ça, et je suis encore une fois très content d'avoir pu l'identifier. La raison pour laquelle j'ai souffert, c'est parce que j'avais cette peur de l'abandon, j'avais cette peur que mon monde s'écroule, j'avais cette croyance que si cette personne-là ne m'aimait pas, rien n'allait aller dans ma vie. Et tu vois, c'est trop bien ce que tu dis. Et je pense que ça va aider beaucoup de monde, parce que dans cette notion d'abandon, on identifie toujours l'abandon à la personne qui est en face de nous. Si elle m'abandonne, je ne vais pas être bien, c'est parce que je ne suis pas assez bien à ses yeux et tout ça. C'est parce qu'au final, peut-être que dans ton enfance, putain, moi, si je pouvais te poser 1500 questions sur ton enfance, je le ferais, ça c'est bon, voilà. Mais en gros, ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être dans ton enfance, tu as toujours intégré l'information comme quoi tu n'étais peut-être pas assez bon pour les autres. Et si je ne suis pas assez bon pour les autres, j'ai besoin de le montrer dans mes relations de couple et dans mes relations sociales. C'est-à-dire que même que peut-être que toi, tu es le genre de personne qui adore voir les gens heureux. Tu dis, si moi je suis provocateur de bien-être et de bonheur, c'est parce que peut-être que moi, je m'identifie comme quelqu'un qui a besoin d'être là pour les gens parce que je suis peut-être pas assez bien. Et du coup, j'ai besoin de montrer ça. Et ça, c'est trop intéressant parce que du coup, ça peut aider toutes ces personnes qui vivent de l'abandon à se dire, est-ce que je me sens réellement assez bien aujourd'hui et assez bon, et ou est-ce que c'est l'inverse et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai peur qu'on m'abandonne, tu vois. Ouais, c'est super intéressant. Et en vrai, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est peut-être cette étincelle-là d'insécurité qui a fait aussi que je me suis lancé à me dire j'ai envie de faire kiffer les gens, etc. C'est peut-être cette peur, et c'est super bien. Effectivement, toutes ces questions-là de mon enfance, machin, blablabla, je me les suis posées, j'ai trouvé un tas de réponses, et c'était libérateur. C'était incroyable comment, d'un coup, parfois, en littéralement un claquement de doigts, je me rappelle d'un truc, je me rends compte d'un truc, je fais punaise, c'est ça. Et soudainement, j'ai l'impression d'accéder à un nouveau filtre de réalité. D'un coup, mon corps, mon esprit, littéralement, se sent plus léger dans l'environnement dans lequel j'évolue. Et comme si toutes les lumières étaient plus claires, et j'avance littéralement dans un nouveau monde avec une nouvelle vision et avec des nouvelles possibilités, et sans me sentir ralenti et traîné par un poids que je tenais en moi. Et c'est génial. Et du coup, un truc que moi je trouve super stylé aussi, et que j'ai compris par extension, c'est que il y a certaines personnes qui sont absolument pas sensibles à tout ce qui est développement personnel, mais aussi de notre génération. Et moi, j'en connais, et on a des discussions très intéressantes où parfois, les vidéos qu'ils vont voir de développement personnel, ils vont trouver ça étrange parce qu'ils s'identifient pas du tout. Et en fait, moi, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que la rupture ou tout autre événement traumatisant, en fait, c'est vraiment le point de départ d'un voyage qui va te permettre de résoudre tous les problèmes, en fait, de te permettre de faire face à tous les problèmes de la vie. C'est-à-dire que généralement, les personnes qui sont très peu sensibles à ça,
c'est des personnes qui n'ont jamais eu, et tant mieux pour elles, et je suis content et je ne souhaite pas de mal à personne, mais qui généralement n'ont pas eu ces obstacles-là qui les ont fait souffrir. Et du coup, par extension, normal que tu n'aies pas besoin d'avoir des mots motivants, d'avoir des conseils love, des conseils machin, etc. Et je trouve ça génial, du coup, de pouvoir comprendre que le fait d'avoir cette rupture, c'est pas que tu n'es pas normal de base, parce qu'en fait, toutes ces compétences-là, toutes ces réflexions-là, on ne te les apprend jamais jusqu'à ce que tu sois dans la merde et que tu sois obligé de chercher des gens pour t'aider. Et c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est en mode, si tu te sens pas bien, si tu te sens mal, c'est pas que tu n'es pas normal, c'est juste que tu viens de faire face à un problème et que c'est exactement à ce moment-là que tu dois te lancer et que tu dois faire tout le voyage de cette résilience, de rentrer dans la tempête, de te dire, ok, je rentre dans la tempête, je sais que derrière, il y a un beau monde, une jolie île avec du soleil, c'est Bali derrière, et de faire ce chemin-là. Donc en mode, faut pas avoir peur, faut pas se sentir bizarre, et c'est pas en mode, dès que tu sens que tu as un échec ou une progression qui rediminue, qu'il faut abandonner et que c'est pas possible. Parce que de toute façon, la progression, ça n'est jamais linéaire. On est des créatures de la Terre. Donc il y a des saisons dans la Terre, il y a des moments c'est l'été, il y a des moments c'est l'hiver, et c'est exactement pareil que nous on fonctionne, même d'un point de vue sentimental, d'un point de vue hormonal. Donc en mode, n'ayez pas peur, même si à un moment donné, vous sentez que vous régressez, que vous faites un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, génial, vous continuez de progresser vers votre objectif, et vous y arriverez à la fin. Et pour moi, c'est vraiment ça l'objectif et le point de la résilience. Voilà, t'as hyper bien parlé. Et tu m'as dit que tu ouvrais un compte TikTok avec Yoline. Comment se faire larguer en 4 étapes pour vivre avec des choses incroyables. Voilà, c'est vrai que t'as hyper bien résumé la chose et t'as transmis un très beau message. Et c'est à toi de désigner la prochaine personne. Ma voisine. Allez. Waouh. Moi, je réfléchissais à plusieurs choses. Ouais, plus ma période du lycée. En fait, moi, sur mes réseaux sociaux, ma première motivation, c'était de me dire, si je devais parler à moi-même de quand j'avais 15 ans, quand j'avais 17 ans, qu'est-ce que je me dirais en fait? Quel conseil j'aimerais donner? Et ça m'a toujours touchée quand des plus jeunes venaient me demander conseil, etc. Et oui, par rapport à cette expérience, moi, le collège-lycée, ça a été une période assez compliquée pour moi. Parce qu'il y a eu parfois des moqueries, etc. Et je suis très touchée par tout ce qui est harcèlement scolaire et tout, même si j'en parle pas souvent sur mes réseaux sociaux. Mais ça m'a vraiment forgée parce que je me suis dit, j'ai envie d'apporter des conseils. Mon expérience actuelle, j'ai envie de la transcender pour justement apporter des choses positives, essayer de les aider, de les aiguiller dans leur choix, de leur faire prendre confiance en eux, parce que souvent, c'est une période qui est hyper difficile pour te rendre compte de qui tu es, ce que tu veux faire, etc. Et ouais, je dirais que c'était cette période-là. Et c'est pour ça qu'au départ, je me suis vraiment donnée comme tagline que j'étais la grande sœur, etc. Et ça m'a toujours un peu suivie. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Top. Quelle morale t'en as tiré alors? Morale? Comment ça, morale? Quel message justement t'aurais envie de transmettre par rapport à ton expérience? J'aurais envie de dire que l'adolescence, c'est pas forcément une période facile pour tout le monde et que justement, c'est une période de grands questionnements, que c'est des changements physiques, que c'est des changements psychiques, que des fois, on va prendre beaucoup les choses à cœur parce qu'on sait pas trop comment gérer, etc. Et que juste, ça va passer, quoi. Enfin, à un moment donné, ça va aller mieux, on va pouvoir découvrir de nouvelles personnes et que ça, il y a une fin à tout, quoi. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un veut poser une question? Moi j'en ai. Est-ce que tu as un exemple particulier de harcèlement ou de trucs qui s'étaient produits, si tu veux en parler uniquement? Moi, je me permets de poser la question parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui peuvent s'identifier, dans le sens où, en mode, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur les chiffres du harcèlement à l'école et c'est aberrant. En mode, genre, c'est littéralement un bail de 10-20%. Et c'est juste beaucoup trop. Du coup. Un exemple? Ouais, j'ai un exemple en tête. Quand j'étais arrivée en seconde, il y a un garçon qui, justement, l'histoire est assez marrante parce que, vous verrez la suite, qui, je ne sais pour quelle raison, a décidé que c'était moi, quoi.
j'étais l'élu. Bref, on verra après. Et non, et juste, un jour, il m'avait appelé, il m'avait laissé des messages un peu assez haineux, etc. Moi, j'étais arrivée dans un nouveau lycée et tout, j'étais un peu déstabilisée, je connaissais personne dans ma classe, c'était quelqu'un de ma classe. Et ouais, du coup, il avait un peu ligué d'autres personnes contre moi et je comprenais pas trop pourquoi. Vous n'étiez pas ensemble du tout à ce moment-là? De quoi? Vous n'étiez pas ensemble du tout? Ensemble, comment ça? En mode, s'il avait décidé que tu étais l'élu. Non, mais l'élu en mode il me détestait, quoi. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avais compris l'élu de son cœur. Non, il me détestait, je sais pas pourquoi, mais il me détestait. Ah oui, ok, d'accord. Il avait trouvé un truc contre moi, il me détestait. Et voilà, et donc du coup, ouais, il m'avait laissé des messages et tout, et donc et à partir de là, il avait décidé que ça allait être comme ça jusqu'à la fin de l'année, quoi. Donc c'était quand je prenais la parole en classe, quand que n'importe quoi, d'inventer des rumeurs, des choses, etc. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'était en seconde et en terminale. Petit revirement de situation, finalement, il me met plutôt bien. Ah, on en vient à l'élu. Putain, ouais, d'accord, ok. Fallait le dire plus tôt. Mais ouais, donc si c'est un exemple, c'était ça. Ok. Et quel conseil tu donnerais justement à une jeune fille qui vit exactement la même situation? En fait, je dirais que c'est pas de sa faute. Et je dirais que c'est juste que quand t'es assez sensible, je pense que plus facilement on va te prendre comme cible parce que tu vas moins te défendre. Donc je pense que je dirais que c'est pas du tout de sa faute et que c'est des gens qui sont malheureux en fait. Enfin, des gens qui sont méchants avec toi, c'est des gens qui sont très très malheureux. Et je pense que le garçon est très malheureux, même encore aujourd'hui, je pense. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Yoline. Top. Solène? C'est ce qui a duré aussi le plus longtemps, la plus grosse période de ma vie. C'est la relation que j'ai eue avec mon père à mes 17 ans. Alors bon, déjà, j'ai jamais eu une relation très très proche avec mon père. C'est plutôt ma maman qui nous a élevés. Mon père travaillait beaucoup, etc. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Et à mes 17 ans, mes parents divorcent. Donc voilà, jusque-là, rien de bien anormal, surtout aujourd'hui. Mais un divorce qui a duré très longtemps, dont nous, on a pas mal souffert à différentes... Moi, je dis nous parce que j'ai 2 frères. Et pour essayer de reprendre depuis le début, donc à ce moment-là, j'ai 17 ans, je vais passer mon bac. Et en fait, dans ma famille, je n'ai plus du tout la place de fille, mais j'ai la place de copine de ma mère. Et du coup, moi, je vous dis ça parce que je fais aussi la psychogénéalogie à côté. Et en fait, j'ai perdu complètement ma place de fille. Et ça a été assez traumatique pour moi parce que je n'ai plus vu mon père comme mon père, mais plutôt comme le con, entre guillemets, désolé, ça sera peut-être coupé, mais qui nous avait fait du mal, qui avait tout détruit, etc. Donc, on découvre avec ma mère la double vie de mon père depuis le départ, en fait. Donc, moi, j'avais 17 ans, mais ça avait commencé depuis que j'étais très, très jeune. Donc, on tombe forcément de haut. Ça nous détruit autant ma mère que moi. À ce moment-là, on décide de le cacher à mes frères. Moi, j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, donc à l'époque, qui était en seconde. Et donc, mon frère, lui, faisait ses études dans le nord de la France. Donc, pour le coup, je reste dans la confidence, en fait, avec ma mère. Enfin, ma mère me tient dans la confidence. Et en fait, je lui en veux pas de ça parce que je pense qu'elle avait pas d'autres moyens et qu'elle a fait avec un peu les outils qu'elle avait à ce moment-là. Mais avec du recul, j'aurais pas dû savoir tout ça, en fait. J'ai vu mon père comme j'aurais jamais dû le voir. Parce que bon, ça a été des infidélités, mais pas que. On a su qu'on avait certainement des frères et sœurs cachés. Enfin, vraiment une double vie à laquelle on s'attendait pas du tout, pour le coup. Et puis, donc moi, je passe mon bac. Je l'ai, je ne sais pas comment je l'ai, mais je l'ai. Parce que j'ai passé une année en fait à sécher, parce que j'allais aux dates que mon père donnait à d'autres femmes. Je me pointais, etc. Enfin, voilà, des dingueries, vraiment. Et puis à ce moment-là, donc je rentre en BTS. Donc ça a été justement ces 2 fameuses années où j'ai beaucoup galéré financièrement. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas du tout eu une enfance difficile. Mes parents sont pas riches, mais en tout cas, j'ai manqué de rien, pour le coup. Et là, c'était vraiment hyper challengeant parce que du jour au lendemain, justement, j'ai manqué de beaucoup de choses.
Si bien que, on m'embêtait un peu à l'école, entre guillemets, en BTS. J'ai gardé les mêmes fringues pendant 2 ans. Donc, du coup, j'avais des trous de temps en temps, on m'embêtait. On me disait, ah, Soso, elle change jamais ses fringues, etc. Parce que je ne pouvais pas m'en acheter. D'où ma foi de devenir entrepreneur après et de gagner un petit peu mieux ma vie aussi. Et donc, à ce moment-là, je coupe les ponts avec mon père. Je tente une dernière discussion. Mais il faut savoir que mon père est un mythomane, pour le coup, vraiment au sens propre de la maladie. Donc, ça ne sert à rien, en fait, quand quelqu'un est malade, d'essayer d'aller chercher ce qu'il n'y a pas. Donc, j'essaye d'avoir une énième discussion avec lui sur pourquoi, en fait. Pourquoi avoir tout détruit alors qu'on avait une super vie, que tout se passait à merveille. Il ne me dit pas du tout ce que j'ai envie d'entendre, il me ment, etc. Donc, à ce moment-là, je décide de couper réellement et de dire que, dans tous les cas, tant que ça ne changera pas, je n'ai plus à avoir de contact avec lui. Donc, je passe mes 2 années de BTS sans contact avec lui, même d'autres années, jusqu'à ce que je parte en Australie à 21 ans. À l'époque, je me voile un peu derrière tout ça, donc forcément, ça se répercute aussi sur mes relations amoureuses. Quand on a une très mauvaise relation au père, forcément, j'avais une mauvaise relation avec les hommes. Je cherchais toujours la reconnaissance, etc. J'étais une grosse dépendante affective, étant donné que j'avais manqué de pas mal de choses, et puis que à 17 ans, pour une fille, mine de rien, on commence à se construire en tant que femme. Moi, c'était à peu près mes premières relations à ce moment-là, voilà, 16-17 ans. Donc, je ne savais pas vraiment sur qui et quoi me reporter. Donc, je pars en Australie dans un déni total, en me disant non, je m'en vais juste comme ça, parce que j'en ai marre de la France. En fait, j'étais juste en fuite. Et je pense aussi que j'avais vraiment envie de me faire remarquer, parce que mon petit frère était le seul à avoir encore des contacts avec mon père, moi non. Et du coup, je voulais faire parler de moi, en fait. J'avais envie que ça arrive à ses oreilles et qu'il soit fier et qu'il se dise « Ah ouais, quand même, elle part toute seule à 21 ans, c'est chouette, je parlais pas très bien anglais en plus. » Enfin voilà, un peu débrouillarde. Donc, je faisais tout pour faire parler de moi. J'ai pas été une grosse délinquante ou quoi que ce soit, mais j'ai fait quand même quelques bêtises. En fait, je faisais tout pour me faire remarquer, pour que ça arrive aux oreilles de mon père, pour qu'on puisse reprendre contact, mais je le faisais pas du tout de la bonne façon. Et donc, je pars en Australie. Et là, je commence à avoir un autre recul. Et c'est un petit peu là que j'ai commencé le dev perso, entre guillemets, parce que j'ai pas eu l'honnêteté totale à ce moment-là de me dire c'est à cause de ça que je suis ça ou que mes relations avec les autres sont ça. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait réellement que je règle par rapport à ça. Surtout que on se retrouve un peu face à nous-mêmes. Moi, voilà, j'étais à l'autre bout du monde, sans mes parents, sans l'argent de mes parents, sans rien. Donc, même si on va en Australie comme un Eldorado, ça a son lot de problèmes aussi. J'ai vécu quelques galères aussi là-bas. Je rentre d'Australie, je reste à peu près 8 mois en France. On reprend doucement contact avec mon père, mais je sens que c'est encore... il y a encore des sujets sur lesquels il ne faut pas qu'on aille. Il a une vision du salariat et de l'entrepreneuriat qui est très arrêtée, on va dire. Moi, je commence à lui évoquer un peu mes rêves entrepreneuriales, sans avoir encore rien lancé, mais je sens que déjà, ça nous fait... les points de vue divergent. Donc, je recoupe. Je pars 2 ans à Montréal. Sur les 2 ans, on s'appelle peut-être une fois ou 2, mais on s'engueule. En plus, à Montréal, c'est là où j'ai commencé à monter ma boîte, à côté du salariat. Ça a été justement pas le dernier à me dire « Mais attends, tu as une super opportunité. » En fait, il ne voulait rien écouter, mais rien. Étant donné que lui, il est salarié dans une boîte depuis 35-40 ans. Voilà, lui, c'est son modèle de réussite qui n'était pas le mien. Et donc, je lui explique en fait que quand bien même le poste que j'ai est chouette, c'est chouette sur le papier en tout cas, moi je m'ennuie, c'est pas ce à quoi j'aspire. Je lui explique mes projets, ça va pas. Et en fait, je revis ce schéma sans cesse et sans cesse que ça va pas et que je suis pas assez. Ce que je vivais déjà avec lui quand j'étais plus jeune, parce que même à l'école, par rapport à mes frères, moi, je suis la seule fille, mais il me poussait, j'étais jamais assez, ça allait jamais ce que je faisais, jamais assez bien, etc. Donc là, je revis ce schéma en me disant, mais en fait, il n'y a rien qui va. Je commence à gagner ma vie. On se parle toujours pas, mais ça arrive à ses oreilles, de par mon petit frère. Et il commence à lui dire, mais c'est Solène, elle gagne 20, 25 000, 30 000. Enfin, tu sais, il commence à lui dire un petit peu. Ça allait toujours pas. En fait, même avec des chiffres, parce que moi, du coup, je me disais peut-être que les chiffres vont faire que ça va le secouer et qu'il va se dire, ouais, je vais être un peu fière, tu vois, de ma fille, quoi. Au final, non, rien du tout. En fait, à chaque fois que j'essayais d'avoir de l'attention de sa part, c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'on repartait pour quelques mois où on ne se parlait pas, on ne se comprenait pas.
Et au Canada, donc à mon retour du Canada, je rentre fin 2019, début d'année 2020, donc le Covid tombe, etc. Et en fait, on commence à reprendre contact petit à petit. Il commence petit à petit à me prendre au sérieux parce qu'il voit que c'est pas éphémère, que j'ai pas juste monté une boîte pour 6 mois et que je la ferme après, que j'ai vraiment un projet sur le long terme, etc. Mais bon, avec ce Covid, etc., comme tout le monde, on n'a pas vraiment pu se voir. Donc je laisse un peu cette relation en suspens, mais elle continue d'impacter mes relations, notamment amoureuses, qui m'a valu une rupture pas du tout violente ou toxique, mais voilà, après 4-5 ans de relation, où ça m'a valu beaucoup de remises en question, à me dire mais enfin merde quoi, je suis en train de répéter les mêmes schémas. Et là la source, le pire c'est que je la connaissais, mais j'étais trop dans le déni, j'avais trop peur en fait d'aller voir ce qu'il y avait derrière, à me dire mais si tu règles ça, ça va remuer quoi au final, ça va changer quoi dans ta vie, etc. Donc fin 2020, je m'en vais pour Bali avec une amie à moi qui était une associée à moi sur un business à l'époque. Et vraiment dans la détermination, parce que j'avais beaucoup entendu parler de Bali, comme quoi c'était assez thérapeutique, où oui, effectivement, il y a pas mal de chamans, de machins, de thérapeutes, de coachs. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi, on ne sait pas, je ne sais pas pour combien de temps je suis là-bas, mais peut-être qu'il serait temps de se plonger là-dedans. Et donc, c'est vraiment là, en 2021, donc tu vois, ça fait pas très longtemps que la résilience est venue me trouver, j'ai envie de dire, où j'ai accepté, compris et pardonné ce que j'avais jamais fait avant et qu'on a pu avoir, pas des vraies conversations, parce que je pense qu'il y a encore des choses que je lui ai pas dites, mais en tout cas pour lesquelles je ne tiens plus rigueur, qui m'ont permis en fait, que ce soit dans ma vie, parce que là c'est dans ma vie perso dont je parle par rapport aux relations, mais même dans ma vie pro finalement, en tant que femme entrepreneur, avant j'étais toujours en train d'essayer de prouver aux hommes entrepreneurs ce que je valais, etc. En plus c'est un milieu qui est quand même assez masculin de base, du coup il y avait toujours sans cesse cette notion de je vais prouver ma valeur parce que je suis une femme, mais genre 2 fois plus. Et moi, ma devise, c'était un peu que ta parole soit impeccable. Parce que, en fait, à chaque fois que j'allais dans un endroit, je savais qu'on allait me juger physiquement, qu'il fallait vraiment que je sois impeccable, que je dise pas de bêtises ou quoi sur lesquelles on pouvait m'attaquer. Et ça renvoyait toujours au même schéma, en fait, parce que j'avais tellement eu un schéma masculin toxique où j'étais jamais assez bien que du coup, dans tous les domaines de ma vie, il fallait que je prouve que j'étais bien. Donc au final, je résous un petit peu ça en 2021. Je rentre de Bali 6 mois après, je décide de voir mon père, on se parle. Pas complètement à cœur ouvert, parce que c'est pas non plus un être humain qui est très, très attiré par l'humain et c'est très difficile de faire parler, mais en tout cas, j'arrive un petit peu à m'exprimer avec d'autres mots que quand j'étais plus jeune, où j'étais plus dans une agression parce que clairement, je ne savais pas exprimer mes émotions sainement. Et finalement, en fait, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Après, j'ai rencontré Chris aussi pas très, très longtemps après, mais dans mes relations, quelque part, parce que du coup, c'est ce qui m'a permis de casser enfin ce schéma, aussi de dépendante affective, parce que forcément, ça amène aussi de la dépendance. Étant donné que j'ai pas eu l'affection demandée par mon père, dans toutes les relations, du coup, je m'accrochais aux moindres choses. Si on m'aimait un petit peu, c'était terminé, quoi. Donc du coup, ça m'a permis de casser ce schéma déjà en apprenant, j'ai envie de dire, à m'aimer moi-même, etc. Bon, je pense que c'est la blessure du monde et c'est le chemin de toute une vie, mais en tout cas, en essayant de cheminer là-dedans. Et ça m'a permis aussi, dans ma vie entrepreneuriale, de me sentir peut-être plus légitime aussi. Parce que j'avais toujours, même si je pense que ça revient, ce sentiment, ce syndrome un peu de l'imposteur, à chaque nouveau projet, on peut se sentir un peu imposteur, mais en tout cas, je me suis plus sentie légitime de façon générale dans ma posture d'entrepreneur, chose qui avant n'était pas le cas, parce que j'étais sans cesse en train de vouloir prouver des choses, presque à en être sur la défensive, tu vois. Donc... finalement, je le remercie parce que même s'il n'a pas été un bon père et qu'il ne l'est pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas, je ne lui tiens pas rigueur de ça, tu vois. Au contraire, ça m'a beaucoup aidée dans ma vie perso, dans ma vie pro. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et de me remettre en question parce que c'est vrai que souvent, on se complaît dans ce schéma victime, bourreau. Mais au final, comme disait Chris tout à l'heure, je remercie mon bourreau parce que je ne serais pas non plus la personne que je suis aujourd'hui. Donc, et j'aurais peut-être pas entrepris autant de choses, je ne sais pas. Donc au final, c'est aussi lui qui m'a poussée un peu, comme tu disais, pas cet esprit de compétition, mais c'était un petit peu ça, moi, tu vois, vraiment, ok, je vais te prouver que moi, je suis capable, tu vois. Et vu que je suis la seule entrepreneur, que mes frères ne sont pas du tout comme ça, il y avait aussi ce truc de, ok, je vais être la seule en plus de la famille à le faire. Donc, tu as bien intérêt à regarder parce que ça va durer un moment, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Wow.
Merci. Applaudissements général pour nos histoires. Et moi, il y a une question qui me vient en tête depuis tout à l'heure, je voulais pas te couper. À partir du traumatisme et quand tu es parti en Australie à 21 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Psychologue, psychiatre, Oui, ami, famille? complètement. En fait, j'ai Ouais. pas eu le choix. Pour être honnête, à 17 ans, étant donné que je vivais des choses assez difficiles, comme je vous ai dit, j'étais dans la confidence, ma mère m'a un peu forcée à aller voir une psy parce qu'elle m'a dit mais là, il faut que tu te livres parce qu'étant donné qu'on n'en parle pas à tes frères. Et moi, j'en parlais pas beaucoup au lycée non plus, faut dire, parce que je me sentais pas à l'aise en situation et surtout que j'assumais pas du tout mon père, quoi. Vu toutes les dingueries qu'il faisait, j'avais hyper honte de tout ce qui se passait au sein de ma famille. Je me disais, c'est honteux. Et j'avais peur d'être jugée pour ça et même de perdre des gens. Donc, j'ai beaucoup gardé pour moi à ce moment-là. Et justement, j'ai pas eu le choix d'aller voir une psychologue. Malheureusement pour moi, alors voilà, ça n'a pas été une bonne expérience. Maintenant, je dis pas que tous les psychologues sont pareils. En tout cas, moi, ça n'a pas été une bonne expérience. J'ai pas fait beaucoup de séances non plus. J'ai dû en faire 3-4, mais je me suis pas vraiment sentie accompagnée ni aidée. Et je n'ai pas eu de déclic, en fait. Mes déclics, je pense que je les ai eus un peu toute seule. Voilà. Donc... Mais alors, qu'est-ce qui t'a vraiment permis de pardonner? Ce qui m'a vraiment permis de pardonner, c'est de... Comment dire? En fait, de me replonger quelque part dans l'histoire de mon père, parce que j'ai compris que lui-même répétait des schémas. Et bon, je pense qu'on a tous des familles un peu particulières, avec des secrets, etc. Donc, en me plongeant un peu dans les secrets de famille, ben, j'ai compris d'autres choses aussi. Bon, malheureusement, mes grands-parents ont été enterrés avec beaucoup de leurs secrets, mais j'ai quand même fouillé un peu ce qui s'était passé. Et ça m'a permis d'avoir de l'empathie pour la première fois pour mon père, chose que j'avais pas du tout avant, étant donné tout ce qu'il avait fait. Je me disais, mais c'est un monstre en fait. Comment on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un qui fait ça? Alors qu'en fait, il répétait simplement ce que lui avait vécu toute sa vie avec ses parents, avec mes grands-parents. Et parce que c'était tout à fait ça, en fait. Il répétait ce que son père faisait lui-même. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, au final, c'est triste, quoi. Enfin, ça me fait de la peine pour lui parce que lui-même ne le sait pas. Même encore aujourd'hui, c'est un peu délicat, tu vois, d'en parler avec lui parce que les parents, ils sont plus vieux que nous et du coup, ils estiment aussi parfois qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de leurs enfants et c'est difficile quand toi, tu fais un travail d'essayer de leur amener. Tu n'as pas envie de les coacher non plus, mais voilà, ils entendent, mais d'une oreille, parfois. Et lui, c'est un peu le cas. Donc, Et je trouve que ton histoire, elle est elle est très puissante dans le sens où ça t'a pas pris 1 an à guérir. La résilience, c'est pas en 1 an, c'est pas un déclic comme ça. Non, clairement pas. Ouais, C'est un bon travail. Après, ça a été parce que je voulais pas le voir non plus. En fait, je pense que la source, je la connais depuis le départ. Mais c'était tellement difficile pour moi de me plonger là-dedans et tellement honteux parce qu'en fait, j'en parlais rarement. Même lors de mes anciennes relations, souvent mon père, j'en parlais pas. Et quand on me disait, mais j'ai jamais vu ton père, je préfère même pas en parler, j'avais tellement honte en fait de ce qu'il avait fait que c'était vraiment la honte de ma famille pour moi. Je me disais, mais moi je veux pas être associée à ça, quoi. Et d'ailleurs, je faisais que le répéter. Quand on me disait, oh, tu ressembles un peu à ton père, alors pas physiquement, mais dans le caractère, je disais, mais tout, mais pas ça, quoi. Ouais. Horrible. Tout, mais pas ça. Vraiment, Ouais, j'étais dans. Je voulais pas, je voulais plus du tout être associée à lui. Donc, du coup, ouais, je savais d'où ça provenait, mais. J'avais pas le courage et la force pour aller vraiment à l'intérieur, quoi. C'est super intéressant ce que tu as dit sur le fait que probablement qu'un des déclics que tu as dû avoir, c'est de réussir à faire preuve d'empathie Ouais. envers ton père. Parce que du coup, tu le vois pas comme quelqu'un qui te fait du mal pour te faire du mal. Oui, complètement. Et il y a cet adage que j'aime bien qui dit en mode les gens blessés blessent les gens. Et je pense que le fait de comprendre ça, effectivement, comme tu dis, ça te permet de faire preuve d'empathie. Et je pense que c'est l'un des changements de perspective que tu peux avoir dans ton cerveau qui est le plus puissant Bien sûr. pour ne pas accueillir la haine des gens en toi, mais juste la comprendre, l'analyser et pouvoir vivre en paix avec et potentiellement aider la personne blessée ou réagir de manière appropriée. Ouais, Donc, ouais, c'est super complètement. intéressant, bravo. C'est vrai, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que pour le coup, on appelle ça le mythe du normal et c'est ce que Gabor Maté écrivait dans son livre. Le mythe de la normalité, en gros, ça voudrait dire qu'une société qui a toujours appris la même chose, donc notamment je prends le comportement d'un papa qui a grandi dans la violence, qui lui-même a fait grandir son fils dans la violence, ben son fils, quand il va lui-même avoir un fils, ça va être normal d'être dans la violence. Ce qui, toi, va te paraître anormal de par tout ce que tu vas voir chez les gens, tu vas te dire, ah non, mais en fait, c'est pas normal ce que je vis, parce que comparé aux autres, ben, eux, ils vivent pas ça. Mais par contre, pour ton père et dans son éducation, c'est totalement normal. Et à partir du moment où tu comprends que c'est pas pour toi ou contre toi qu'il le fait, mais qu'il le fait parce que lui-même dépend de son traumatisme. C'est pour ça qu'aussi, comme disait Soso, c'est des traumatismes qui sont transgénérationnels. Par exemple, Très inconscient aussi. Ouais, si je prends les Amérindiens au Canada, des études ont été faites sur les Amérindiens au Canada qui montrent que justement, 20% de la population carcérale au Canada, ce sont des Amérindiens,
là où ils ne représentent que 3% de la population du Canada. Ça veut dire quoi? Que eux, ils ont été colonisés, ils ont été agressés, ils ont vécu les pires horreurs du monde, et que derrière eux, c'est des générations traumatisés qui ont fait qu'ils ont dû grandir soit dans la drogue, soit dans la violence ou autre, et aujourd'hui représenter 20% de la population carcérale. Donc, transgénérationnellement, c'est sûr qu'il y a un lien aussi sur le fait que mon père, il me fait vivre ce qu'il me fait vivre, mais au final, il le fait pas contre moi, il le fait juste parce qu'il a appris que ça toute sa vie, quoi. Mais c'est à nous de casser ça, justement, parce que je pense que sinon, ça se reproduit. Tu vois, en plus, voilà, c'est le moment pour en parler. Mais là, avec vos expériences, vous allez faire un super-héros, c'est sûr. Hein. Bah, c'est sûr qu'on fera d'autres erreurs, certainement, mais on fera pas les mêmes que nos parents, c'est sûr. Ouais. Aussi, un truc par rapport à ça qui est marrant et qui, moi, je sais, m'a toujours bien aidé, en fait, c'est de se rendre compte que t'as pas une école, en fait, pour être parent. Complètement. Donc, en fait, les darons de tout le monde, ils découvrent le truc en même temps qu'ils sont en train de t'élever. Bien sûr. Et en mode, du coup, impossible d'être parfait. Et je pense que le fait de rationaliser tous ces trucs-là et réussir aussi à faire preuve d'empathie, ça permet de le vivre et aussi potentiellement de pouvoir analyser, entre guillemets, les erreurs de ses parents, même si je pense que généralement, ils essaient toujours de faire de leur mieux, même Bien si sûr. c'est pas toujours ce qui est le mieux pour nous au fond. Ils sont convaincus de faire de leur mieux et je pense qu'on pourrait au moins leur donner ça quand même. Bien sûr. Bah, nous sommes les meilleurs enseignants pour nos parents comme nos enfants seront nos meilleurs enseignants. Moi, je pars toujours de ce principe. Pour nous, on ne connaît rien encore. On va voir ce que cet amour a choisi de nous faire vivre. Merci énormément à tous les quatre pour vos témoignages. C'était très profond, très intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes qui nous regardent. Pour moi, il est temps de conclure. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. N'oubliez pas de regarder les liens de nos 4 invités et de la crème de Cédric toujours en description. On expliquera pourquoi. Et voilà, moi je vous dis à très vite. C'était un plaisir. Prenez soin de vous.